En avril 2003, un jeune garçon et sa mère se présentent dans un hôpital du Kazakhstan. La mère a amené son fils dans notre service pour qu'on l'examine. On n'a pas souvent l'occasion de voir un jeune garçon avec un si gros ventre. Quand j'ai vu le ventre de cet enfant, je l'ai tout de suite comparé à une femme enceinte. On aurait dit une femme enceinte sur le point d'accoucher. Que pouvait justifier un si gros ventre? Qu'y avait-il à l'intérieur? Les chirurgiens allaient bientôt le découvrir. Le Kazakhstan, en Asie centrale, une ancienne république soviétique. Voici Alamjam, le jeune garçon qu'il a fallu conduire à l'hôpital, et voici sa mère, Gulnara. 4 mois se sont écoulés depuis son opération. Alamjam vit dans un petit village isolé avec toute sa famille, y compris sa grand-mère. Son père s'occupe de la petite ferme familiale. Ce film a été tourné lorsqu'il avait 3 ans, le jour de sa circoncision. Ce sont les seules images de lui avant son opération. Mais malgré la taille impressionnante de son estomac, la famille d'Alamjam estimait qu'il n'avait pas besoin de voir un médecin. On avait remarqué qu'il avait un gros ventre, mais on pensait que c'était un problème de croissance. On pensait que le problème disparaîtrait tout seul. J'ai cru qu'il s'agissait d'une hernie. Dans ce cas-là, il aurait eu besoin d'une opération et j'avais peur de l'emmener chez le médecin car il était bien trop jeune. Ça me faisait vraiment peur. À l'âge de 7 ans, Alamjam commence à aller à l'école. Les autres enfants se moquent de lui car il a l'air d'une femme enceinte. Le médecin scolaire demande alors à sa mère de le conduire d'urgence à l'hôpital. Les chirurgiens lui font passer une échographie et identifient un énorme kyste. Ils opèrent Alamjam dès le lendemain matin. Mais ce qu'ils trouvent à l'intérieur de son ventre est complètement inattendu. Dès que j'ai posé mon scalpel sur sa peau, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre en dessous. J'ai fait très attention pour faire la première incision et là, j'ai vu quelque chose sur ses intestins, quelque chose de résistant et stable. C'était plein de veines, donc techniquement, c'était très difficile à retirer. Cette étrange masse en forme d'œuf s'est nichée dans l'abdomen du jeune garçon, poussant ainsi son estomac et ses poumons. Les veines qui se sont développées dessus sont reliées aux artères d'Alamjam. C'était une opération très délicate. Il fallait faire très attention à ne pas toucher les autres organes. Mais ce n'était pas évident car les veines entre le kyste et les organes de l'enfant étaient toutes liées entre elles. Les chirurgiens passent 1h30 à tout sectionner et parviennent finalement à enlever ce qui se trouve à l'intérieur du corps d'Alamjam. Ils referment et peuvent ensuite se concentrer sur ce qu'ils ont extrait.
On a décidé de disséquer le kyste pour voir ce qu'il contenait. J'ai pris les ciseaux et j'ai commencé à inciser. C'était très dur. Il y avait une résistance, même avec nos ciseaux chirurgicaux aiguisés comme des rasoirs. Au début, on n'a pas compris car on a vu des cheveux à l'intérieur. On était horrifiés. Il y avait des bras, des jambes, une tête et des cheveux. On l'a examiné. En écartant les cheveux, j'ai vu un visage. C'était terrifiant. Je n'ai pas pu continuer l'analyse. Les médecins ne savent pas à quoi ils ont affaire. Mais ils doivent malgré tout parler aux parents d'Alamjam. En sortant de la salle d'opération, j'ai demandé à parler à la mère. Je lui ai expliqué ce qu'on avait trouvé à l'intérieur de son fils. Je peux vous dire qu'elle était sous le choc. Je voulais lui montrer ce qu'on avait sorti pour lui donner une petite leçon. Elle a d'autres enfants et je voulais faire en sorte qu'elle s'en occupe un peu mieux. Le père a catégoriquement refusé de voir ça. La mère d'Alamjam est conduite au laboratoire de pathologie. Lorsque j'ai montré le spécimen à la mère, elle a eu très peur. Elle serrait la main de l'infirmière. Je crois qu'elle avait peur de s'évanouir. J'ai réussi à trouver la force d'aller voir ce qu'ils avaient découvert à l'intérieur de mon fils. Je me suis fait violence et je suis allée voir. Je n'ai pas trop su comment réagir quand j'ai vu ça. J'ai eu envie de crier. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Elle a été très courageuse. Elle est restée là un bon moment. Elle nous a demandé de le retourner pour mieux pouvoir l'observer. Puis elle s'est mise à pleurer et elle a quitté la pièce. Je pense que cette mère ne pourra jamais oublier ce qu'elle a vu ce jour-là. 5 jours plus tard, Alamjam peut quitter l'hôpital. Mais le mystère entourant ce que l'on a extrait de son corps pèse sur sa famille, et en particulier sur sa mère. Étant la mère de l'enfant, la famille de son mari pouvait lui reprocher d'avoir mis au monde un enfant anormal et considérer que c'était de sa faute, qu'elle n'était pas saine et que cette anormalité venait de ses gènes. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce que cette chose faisait à l'intérieur de mon fils. Pourquoi avait-elle poussé en lui? Ce schéma fut publié dans une revue médicale en 1809. Il s'agit d'un fœtus in fetu, c'est-à-dire un bébé à l'intérieur d'un bébé. Alors qu'ils sont encore dans l'utérus, l'un des jumeaux se retrouve prisonnier dans le corps de l'autre. Ensuite, il continue à y vivre tel un parasite. En 200 ans de recherche médicale, seuls 90 cas ont été recensés.
Est-ce donc ce qui se trouvait dans le corps d'Alamjam? Seuls les pathologistes peuvent répondre à une telle question. Le docteur Virginia Baldwin est la plus grande spécialiste mondiale des jumeaux anormaux. D'habitude, elle consulte à l'hôpital pour enfants de Vancouver, au Canada. Mais elle va s'envoler pour le Kazakhstan, afin d'examiner ce que l'on a trouvé dans le corps d'Alamjam. On m'a envoyé cette photo. C'est la seule indication dont je dispose. Voilà la mère. Je crois qu'elle s'appelle Gulnara. Et voilà le petit garçon, Alamjam. Ici, je crois que c'est sa grande sœur, mais c'est peut-être une cousine, je ne suis pas sûre. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur cette photo, même s'il est vraiment très couvert? Il a l'air d'avoir un abdomen assez imposant. Un peu enrobé? Oui, c'est de l'obésité abdominale. Depuis 35 ans, Virginia étudie les problèmes que rencontrent les femmes enceintes de jumeaux. Mais même elle n'a jamais été confrontée à un cas de fœtus parasite. Il s'agit d'un problème extrêmement rare, à tel point qu'il s'est presque transformé en mythe. Je pense que ce fœtus parasite devrait présenter des caractéristiques humaines. Il y aura sans doute des membres, une sorte de corps en formation, mais je n'ai pas plus de détails. J'ai eu différents échos. Apparemment, il n'y a pas vraiment de tête et seulement un semblant de cerveau, voire pas de cerveau du tout. On dirait que tout est dans une poche rattachée au vaisseau sanguin du jumeau normal. Mais de toute façon, chaque cas est différent. Et il va falloir que je me rende compte par moi-même. Les collègues de Virginia sont tout aussi intrigués qu'elle par ce cas de bébé dans le bébé. En théorie, y a-t-il une chance que le fœtus soit viable? Tant qu'il est alimenté par quelqu'un d'autre, autrement, il est trop incomplet. Généralement, il n'y a pas de cerveau, et bien souvent, pas de cœur non plus. Mais ce que Virginia va découvrir au Kazakhstan n'est peut-être pas un fœtus parasite. Il pourrait s'agir d'un tératome. Un tératome est une tumeur qui contient des cheveux, des dents et parfois même certains membres. Il est primordial de réussir à déterminer la nature de la masse que nous avons extraite du corps d'Alamjam. Car s'il s'agit d'un cas de fœtus parasite, c'est-à-dire d'une anormalité liée à la gémellité, et que l'on arrive à l'enlever sans complication lors de l'intervention, ce petit garçon pourra mener une vie parfaitement normale. En revanche, si cette masse est en réalité une tumeur ou un tératome, il y a de quoi s'inquiéter, car les tératomes peuvent contenir des cellules cancéreuses. Même retiré, un tératome pourrait laisser derrière lui des cellules cancéreuses dans le corps d'Alamjam. Virginia a l'habitude de gérer les émotions que déclenchent ces anormalités chez les familles. En parlant avec les familles, je me rends compte que souvent, elles éprouvent une forme de culpabilité. Elles pensent avoir fait quelque chose de mal qui aurait provoqué cette affreuse et dramatique anormalité. Même si elles sont capables de faire la part des choses, le fait d'entendre de la bouche d'un médecin qu'il s'agit juste d'une erreur de parcours durant la grossesse peut leur apporter du réconfort. Dans 3 jours, Virginia sera au Kazakhstan. Mais inutile d'aller si loin pour trouver des cas de fœtus parasites. Le cas le plus documenté se trouve aux États-Unis. Il y a quelques années, un couple s'est rendu en Nouvelle-Angleterre pour consulter des spécialistes. La femme est enceinte de 8 mois, mais vient seulement de passer sa première échographie. Au scanner, l'hôpital local a détecté une masse sombre près des reins du bébé. Mais personne ne sait de quoi il s'agit. La mère rencontre alors le docteur David Jones de l'école de médecine de Yale. Le docteur Jones commence par faire passer une échographie à la patiente. Il repère alors la masse sombre et tente de l'identifier.
Je passais en revue les différentes possibilités en observant l'échographe et je lui ai demandé si elle avait une idée de ce que ça pouvait être. À ce moment-là, je pensais déjà savoir de quoi il s'agissait. Elle m'a regardé et m'a demandé si c'était un cas de bébé dans le bébé. Je lui ai dit qu'elle avait raison et que c'était un cas de fœtus parasite. Le ventre de cette femme abrite donc un enfant normal. Mais à l'intérieur de ce bébé se trouve un autre bébé, un fœtus in fetu. Le Dr Jones n'a encore jamais vu de fœtus parasite. Peu de gens en ont vu. Il lui faut maintenant trouver les mots justes pour expliquer la situation à la mère. C'est le genre de nouvelles qu'on ne peut pas annoncer comme ça. C'est quelque chose de très difficile à concevoir. On lui a donc expliqué que son bébé était en bonne santé, mais qu'au tout début de sa grossesse, il y avait également un jumeau. Et qu'en se développant, ce jumeau s'était retrouvé prisonnier du corps du bébé sain, qui était donc devenu son seul bébé. Un fœtus parasite est une grossesse gémellaire qui tourne mal au cours des toutes premières phases de développement. Les vrais jumeaux proviennent du même œuf qui se sépare en deux. Mais il arrive que la scission ne s'effectue pas de façon égale, créant ainsi un jumeau normal et un autre anormal. L'embryon normal ressemble d'abord à un disque plat, puis se recourbe et prend une forme cylindrique. On pense que c'est lors de cette étape que le jumeau anormal est enveloppé par l'autre jumeau. Une fois à l'intérieur, une connexion se crée, une sorte de cordon ombilical qui le relie aux principaux vaisseaux sanguins du jumeau normal. Il peut continuer à vivre et à se développer tant qu'il reste à l'intérieur de son jumeau. Le Dr Jones a conservé les images de l'échographie. C'est la première fois que l'on a pu observer un fœtus in fetu lors d'une échographie à ultrasons. Ici, on peut voir une coupe transversale de l'abdomen du bébé en bonne santé. Ici, c'est son cœur qui bat. On peut voir les battements de son cœur et le diaphragme. C'est une vue frontale. Un peu plus bas, on peut voir le fœtus in fetu dans l'abdomen du bébé sain. Voilà le fœtus parasite. Ce qu'on voit, c'est le sac gestationnel avec une autre structure à l'intérieur. Le noir autour du bébé, c'est une sorte de sac amniotique que l'on rencontre généralement dans toute grossesse normale. Mais là, on peut y voir le fœtus in fetu qui flotte dans le liquide, juste là. Ici, c'est le sommet du crâne ou de la tête du fœtus parasite. On peut voir la ligne médiane du cerveau, les structures du cerveau, bien qu'en fait, il n'y ait pas de cerveau à proprement parler. Il s'agit d'un fœtus mâle qui porte en lui un autre fœtus. Mais de toute évidence, ce n'est pas une grossesse standard. Cependant, cela ressemble remarquablement à une grossesse à l'intérieur du bébé qui, lui, se trouve à l'intérieur de la mère. Quand on y réfléchit, c'est vraiment un concept assez incroyable. C'est également la première fois que l'on voit un fœtus parasite bouger à l'intérieur du corps qui l'héberge. On est à environ 2, 40, 25. On va voir les jambes bouger. Je vais vous montrer. Voilà les deux jambes. Un trait correspond à un fémur. On a un aperçu du second fémur un peu plus bas. Et de ce côté-là, on voit une structure qui est en fait un pied-bot au bout de cette extrémité. Regardez, il vient de bouger. On peut voir la jambe bouger. Il baisse la jambe. Ça bouge encore. Il a à nouveau baissé la jambe. On voit les adductions, les mouvements synchronisés des jambes. On a été très surpris. Sur le moment, on n'a pas compris. Jamais de tels mouvements n'avaient été signalés auparavant. C'était très surprenant de voir ça sur l'écran. Mais ces observations nous ont confirmé par la suite que l'abdomen du bébé abritait bien un fœtus parasite et non pas un autre type de masse. Cinq semaines plus tard, la mère donne naissance à son enfant, un garçon. À l'âge de 3 jours, il doit subir une intervention destinée à retirer le fœtus parasite. Une fois le bébé endormi, j'ai pu sentir quelque chose qui bougeait au niveau de la masse kystique. Ça poussait un peu. On aurait dit un bébé qui donnait de petits coups de pied. On a également incisé le sac amniotique. Et là, juste sous mes yeux, il y avait 2 petits pieds qui pointaient droit vers moi.
Je crois que tout le monde a retenu son souffle en voyant ces deux petites jambes, car elles étaient bien plus développées que ce à quoi on s'attendait. On a pu déplacer le fœtus et on s'est rendu compte qu'il était relié à une sorte de cordon ombilical. Il n'était pas très long, mais on a pu clamper ce cordon pour le sectionner et ensuite sortir ce bébé. À ce moment-là, tous les mouvements fœtaux observés auparavant avaient cessé. L'enfant est maintenant libéré de son parasite. Les parents rentrent chez eux. Aujourd'hui, leur enfant est en parfaite santé et il ne souffre plus des effets de son jumeau parasite. Dès son arrivée au Kazakhstan, Virginia Baldwin se met en route pour le village d'Alamjam. Gulnara, la mère d'Alamjam, se sent responsable de la maladie de son fils. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Je n'arrête pas de me dire que je n'ai peut-être pas fait assez attention pendant ma grossesse. Ça expliquerait peut-être sa maladie. Je ne sais plus quoi penser. Gulnara a beaucoup à perdre. Dans ce milieu rural très conservateur, si un mari estime que sa femme est de santé fragile et risque d'avoir d'autres enfants anormaux, il peut demander le divorce. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre voyage? J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. L'atmosphère est encore plus tendue que Virginia ne l'avait prévu. Comment allez-vous? J'espère que tout s'est bien passé. Vous êtes la bienvenue, je suis très heureuse de vous rencontrer. Virginia attend le moment opportun pour aborder le sujet de la santé d'Alamjam. C'est un pain spécial car notre invité a fait un long voyage pour venir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du blé? On prépare notre farine, puis on ajoute la levure au lait, on mélange le tout, et pendant ce temps-là, on prépare aussi le feu. Je voudrais vous demander comment se porte votre fils maintenant. Il va bien. Il peut courir et faire tout ce qui lui plaît. Alors il va mieux qu'avant l'opération. Les femmes ont du mal à parler des problèmes d'Alamjam en présence de son père. Il se sent très bien. Et il a retrouvé un bon appétit. Demain, Virginia pourra examiner ce que les chirurgiens ont extrait du corps d'Alamjam. Elle espère qu'il s'agit d'un fœtus parasite, un faux pas de la nature pour lequel on ne tiendra pas rigueur à Gulnara et qui n'aura aucun effet sur la santé d'Alamjam. À 5000 km de là, en Grande-Bretagne, une autre famille qui attend des jumeaux vit une grossesse compliquée. Sarah et Raz habitent à Oldham, dans le Lancashire. Ils ont une petite fille de 1 an et un fils de 9 ans. Ils viennent d'apprendre que Sarah est à nouveau enceinte. Lors de sa première échographie, ils ont découvert qu'elle attend des vrais jumeaux. Mais l'un des jumeaux parasite l'autre bébé et met sa vie en danger.
Le ciel nous est vraiment tombé sur la tête. La première option était de ne rien faire. de ne rien faire, ce qui laissait au bébé 20% de chance de survie. La seconde option était l'avortement. Mais dans la mesure où j'étais déjà enceinte de 18 semaines, il aurait fallu en réalité provoquer l'accouchement. Et cette idée me perturbait beaucoup. La troisième option était d'aller voir le professeur Fisk. Le couple se rend à Londres le lendemain de l'échographie pour rencontrer le spécialiste des grossesses gémellaires à problème le plus renommé de Grande-Bretagne. Il confirme le diagnostic de l'hôpital local. 4 jours plus tard, le couple retourne à Londres. Aujourd'hui, ils doivent prendre une décision où leur bébé normal risque de mourir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous avez pu venir? Oui, Le voyage, ça a été? ça a été. Vous avez mis combien de temps? 4 heures. Le professeur Fisk pratique une échographie. L'un des jumeaux est acardiaque. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de tête non plus. Pour survivre, il a établi une connexion avec le jumeau normal, une sorte de cordon ombilical par lequel il s'approvisionne en sang. Le cœur du bébé sain subit donc une énorme pression, car il doit pomper du sang pour 2 individus, risquant ainsi à tout moment de s'arrêter. D'une certaine façon, ce n'est pas vraiment un bébé, car il n'a pas de tête, ni de cerveau ou de cœur. Pourtant, c'est tout de même un bébé dans la mesure où il bouge. Il est vivant. Mais c'est un parasite qui pioche dans les réserves de sang du bébé sain. Il y a un seul placenta pour 2 bébés. Normalement, des cordons les relient au placenta de cette façon. Dans votre cas, nous pensons qu'au tout début de votre grossesse, il s'est produit quelque chose pendant le développement d'un des bébés, le bébé anormal. Une anomalie a dû survenir. Il peut s'agir d'un problème de chromosome ou d'une anormalité lors de la formation du cœur du bébé. Si vous n'aviez attendu qu'un seul bébé, il y aurait eu de fortes chances de décès ou de fausse couche. Mais là, le bébé a réussi à survivre en raccordant sa circulation sanguine à celle de son jumeau. Malheureusement, la tête et les bras ne se sont pas développés. Le bébé a un tronc, ainsi qu'un bassin et 2 jambes plus ou moins bien formées. Mais il n'a pas de cœur, ni de bras ou de vraies jambes. Cela vous paraît sans doute étrange. C'est vrai que c'est le pire cas de grossesse qui tourne mal auquel j'ai été confronté. Seule la partie inférieure du corps s'est développée, mais pas le haut. Ce bébé ne pourra jamais survivre. L'autre bébé, complètement normal, a une chance de survie assez réduite à cause de cette particularité au niveau du flux sanguin. Ce problème pourrait provoquer un arrêt cardiaque, car son cœur doit pomper 2 fois plus de sang et fournir le double d'efforts. Ne rien faire reste une possibilité, mais le bébé n'aura même pas une chance sur 2 de s'en tirer. Désormais, il existe des méthodes pour traiter ce problème et pour revenir à une circulation sanguine normale, mais cela implique de bloquer la circulation sanguine du bébé anormal. Le professeur Fisk leur explique qu'avec un tel traitement, les risques de fausse couche ou de lésions cérébrales s'élèveront à 20%. Vous avez des questions? Non, je crois qu'on sait déjà tout. On n'a pas vraiment le choix, pas vrai? Vous pourriez prendre le risque de ne rien faire. Non. On ne peut pas faire ça. On est obligé de le faire. D'accord. Très bien. On vous fait entièrement confiance de toute façon. Asseyez-vous, je vais voir si c'est prêt. On prépare la salle d'opération. L'intervention va débuter d'ici une demi-heure. C'est la seule chose à faire. On n'a pas vraiment le choix, sinon le bébé va mourir. On nous a expliqué que si on ne faisait rien, les bébés n'avaient aucune chance. Les gens dans notre situation n'ont pas le choix. Ils font ce qu'ils peuvent pour tenter de sauver l'un des jumeaux. C'est ce que nous faisons aussi. Je pense que le contre-coup se fera sentir plus tard. Pour l'instant, je suis comme un robot.
Je veux juste faire cette péridurale, en finir avec cette opération, rentrer chez moi et reprendre une vie normale. Pour l'instant, je me sens bien, je ne me sens pas différente. Non. Voilà. Sarah, on est en train de finir les préparatifs. Je vais commencer par nettoyer votre ventre. Ça va être un peu froid. Le professeur Fisk et son équipe se préparent pour une chirurgie endoscopique. Ils vont placer un endoscope très fin dans l'utérus de Sarah. L'endoscope est équipé d'un laser et d'une caméra. Sarah restera consciente durant toute l'intervention. Vous pouvez éteindre la lumière? Sarah est assez forte. C'est surtout ce qui va se passer après qui m'inquiète, en espérant que l'opération se déroule comme prévu. En tout cas, elle est confiante. Je touche du bois. Vous tenez le coup? Oui, il le faut bien, au moins pour elle. Il n'y a pas de garantie que le bébé sain survive à l'opération. Voilà le cordon. On va le couper ici. 1h40 plus tard, l'opération pour tenter de sauver le bébé de Raz et Sarah est terminée. On va s'assurer que l'enfant sain va bien. Montez le volume et permutez. Parfait, fantastique. Sarah, votre enfant sain se porte très bien. Jusqu'ici, tout va bien. On va vous montrer l'autre cordon, celui que nous avons bloqué et coupé. Le professeur Fisk a réussi à sectionner le cordon reliant le bébé acardiaque à son frère jumeau sain. Le fœtus acardiaque flotte désormais dans l'utérus. On peut sortir l'endoscope. C'est bon? Très bien, parfait. Sarah, jusqu'ici, tout va bien. Tout s'est bien passé. Le bébé sain a bien supporté l'intervention. Il a tout de même perdu pas mal de sang. Maintenant, on espère qu'il va pouvoir survivre jusqu'à demain. Ce n'est pas une certitude, mais nous avons bon espoir. On pense que ça devrait bien se passer. D'accord? Ce n'est pas encore fini, car cette intervention dans l'utérus de Sarah pourrait provoquer une fausse couche. Que va-t-il se passer demain matin? Elle va revenir ici pour repasser une échographie et nous verrons si le cœur du bébé bat ou pas. Les parents vont sans doute passer une nuit difficile. Oui. Et nous aussi. Les 12 heures à venir sont donc critiques. Même si le bébé survit jusqu'au lendemain, il y a toujours des risques de fausse couche dans les semaines à venir. Au Kazakhstan, Virginia arrive au laboratoire de pathologie pour examiner le spécimen extrait du corps d'Alamjam. L'interprète de Virginia lui présente le docteur Dorekanov, le pathologiste en chef du sud du Kazakhstan. Il dit qu'il avait hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup. Si Virginia découvre que le spécimen est un tératome, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour Alamjam. Selon moi, il s'agit d'une forme parasitaire d'être humain. Il a survécu uniquement en étant relié au vaisseau sanguin du jumeau sain. C'est bien un fœtus in fetu. Peut-être que plus tard, nous devrions faire des recherches sur les parents du garçon. Nous trouverons peut-être quelque chose d'intéressant dans leurs antécédents médicaux qui pourrait expliquer cette anomalie. Je trouve que l'idée d'étudier la famille est très intéressante. Mais si je me base sur mon expérience et mes recherches sur les cas de jumeaux anormaux, il n'y a généralement rien dans les antécédents familiaux qui puisse prédisposer à ces anomalies. La mère n'est pas responsable. Il s'agit plutôt d'un accident lors de l'évolution de la grossesse à un moment précis.
Il s'agit donc bien d'un fœtus parasite. C'est une bonne nouvelle pour Alamjam. Virginia retourne chez Alamjam. Elle s'arrange pour avoir une conversation en tête-à-tête avec sa mère, Gulnara, pendant que le reste de la famille passe à table. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de vous parler. Merci de me recevoir. Je suis très heureuse que vous ayez fait tout ce chemin pour nous rencontrer, mon fils et moi. Je suis vraiment très heureuse. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis très heureuse d'avoir eu cette chance. Je me demande tout de même pourquoi c'est arrivé. Je suis en bonne santé et mon mari aussi. Pourquoi est-ce arrivé à notre fils? Pourquoi a-t-il dû être opéré? Je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Mais je peux vous dire que l'anomalie dont a souffert votre fils n'est ni votre faute, ni celle de votre mari. Donc il va aller bien maintenant? Je peux arrêter de m'inquiéter? Je peux arrêter d'y penser? Je ne suis pas inquiète pour l'avenir d'Alamjam. Il se portera très bien et il pourra avoir des enfants normaux. Après avoir vu le fœtus, je n'arrivais plus à dormir. J'y pensais tout le temps. Même maintenant, ça me peine encore d'y penser. Je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous devez me croire lorsque je vous dis que vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Vous n'auriez rien pu faire pour empêcher ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de chance. Vous êtes venus tout spécialement du Canada pour rencontrer mon fils. Vous serez toujours la bienvenue dans ma maison. N'hésitez pas à revenir. Gulnara va pouvoir annoncer à sa famille qu'il ne s'agit pas d'un problème héréditaire. On vient enfin de lui enlever le poids qui pesait sur ses épaules depuis 7 ans. En Grande-Bretagne, Sarah et Raz attendent également beaucoup de l'avenir. 4 semaines se sont écoulées depuis l'opération. La phase critique est maintenant terminée et le bébé a survécu. Ça s'annonce bien. Je suis toujours un petit peu... comment dire? Dans le doute. Mais chaque jour qui passe me rend un petit peu plus heureuse. Tu as vu ça? La situation est revenue à la normale. J'attends un enfant normal. Le bébé qui ne s'est pas développé a été séparé de l'autre. Je crois que maintenant il flotte dans l'utérus avec l'autre bébé. En grandissant, le bébé sain va comprimer l'autre fœtus et lorsqu'on me fera une césarienne, ils pourront le retirer. Tu veux encore des bulles? Le bébé de Raz et Sarah va naître dans 4 mois. C'est un garçon. J'aurais aimé avoir des jumeaux, mais ce n'était pas censé se passer comme ça. Je suis déjà contente que l'un des bébés puisse survivre. Oui. C'est tout ce qui compte maintenant. Mais quand il sera plus grand, nous lui dirons qu'il avait un jumeau. Nous lui raconterons toute l'histoire. Je lui expliquerai tout. Je ne suis pas triste. Je suis heureuse que ce bébé-là ait survécu. Oui. Les cas de Sarah, Raz et Alamjam sont rares. Mais ils nous rappellent que donner la vie est un parcours semé d'embûches. En étudiant ces anormalités, on se rend compte à quel point toute reproduction humaine est fragile dès le départ.
Les choses peuvent mal tourner dès le début de la grossesse. Mais les conflits entre jumeaux sont plus fréquents qu'on ne le croit. Beaucoup d'entre nous auraient dû avoir un jumeau. Mais le deuxième bébé meurt parfois si tôt au cours de la grossesse que même la mère ignore qu'elle attendait un second enfant. Les chiffres ont révélé qu'en réalité, une grossesse sur 8 débute avec des jumeaux. Mais seulement 10% de ces grossesses donneront vraiment naissance à 2 bébés. Beaucoup d'entre nous sont les survivants d'un combat qui a eu lieu dans l'utérus de notre mère. Un combat dont nous ne soupçonnions même pas l'existence.